Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors au menu, tout ce que vous aimez, des nouvelles découvertes et des questions sur l'actualité du numérique. Aussi en écho avec l'ouverture d'une procédure contre Google, une procédure antitrust sur ses propres terres, il faut le préciser. Eh bien je poserai celle-ci aujourd'hui à mon premier invité. Faut-il démanteler les GAFAM? Ce sera l'interview de Maître Lazareg. Ensuite, le cœur de cette émission sera tourné vers 2021 et tout ce qui se prépare dans le cloud. Cette technologie est devenue stratégique à tous les niveaux, du citoyen à l'entreprise jusqu'aux États. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur l'actualité de la 5G avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Alexandre Lazareg, vous êtes Bonjour. avocat spécialisé en droit du numérique. La semaine dernière, donc, on a appris l'ouverture de cette procédure contre Google par le département américain de justice. 11 États se sont également joints à cette procédure. L'enquête porte sur des soupçons d'abus de position dominante. Elle vise le moteur de recherche également, la publicité qui s'y rapporte. Alors, que reproche-t-on précisément aux moteurs de recherche ? Eh bien, tout simplement d'abuser de leur position dominante. Elles disposent d'un certain nombre de moyens aujourd'hui que ses concurrents immédiats et ses utilisateurs, sur lesquels ses concurrents et ses utilisateurs n'ont aucune transparence, si bien qu'elles ont des attitudes sur le marché économique que nous ne comprenons pas, mais qui les met dans une position qui entrave tout simplement. Oui, alors précisément, c'est-à-dire quels sont les stratèges qui sont utilisés par Google, en tout cas, qui sont dénoncés par le département américain de justice? Par exemple, leur politique des prix. Leur politique des prix change en fonction d'un certain nombre d'algorithmes qu'elles utilisent, dont nous ne connaissons pas précisément le fonctionnement, mais nous constatons Les que prix des publicités les prix des publicités, les prix des qu'ils vendent produits qu'elles aussi. utilisent, les prix des produits qu'elles vendent, c'est bien que les consommateurs et d'une façon générale les utilisateurs, car il y a aussi des marchands, des commerçants qui utilisent ces plateformes, eh bien, se heurtent à une politique discriminatoire qui n'est pas transparente et qui est tout à fait contraire aux principes élémentaires du droit de la concurrence. Alors, il y a aussi le fait que Google paye une partie de l'industrie pour que son moteur de recherche soit mis en avant sur certains appareils. Ça, est-ce qu'on peut reprocher cette stratégie, qui est une stratégie de conquête de marché finalement? La question de la position dominante en elle-même n'est pas un problème. Ils ont une infrastructure qui domine sur le marché, c'est leur innovation, c'est leur investissement. Et à cet égard, évidemment, c'est tout à fait légitime qu'ils puissent l'exploiter. Le problème, c'est les abus de cette position dominante. Car lorsque nous sommes dans une position prépondérante sur un marché, ça nous donne aussi des obligations, des devoirs à l'égard de ceux qui utilisent nos services. Et là est le problème. C'est-à-dire que ça ne laisse plus la place à l'innovation, à la concurrence, à une autorégulation du marché? Leur position dominante et leur absence de transparence sur leurs outils fait que ça crée une forme de dépendance, d'allégeance à leur égard. Et si bien qu'elles sont en mesure d'étouffer effectivement la concurrence et l'innovation parce qu'elles ont des attitudes de prédateurs, c'est-à-dire qu'elles achètent le moindre concurrent ou même le moindre agent économique susceptible d'être un concurrent, ou elles vont privilégier leurs services plutôt que les autres, sur les moteurs de recherche par exemple. Donc, elles utilisent leur position dominante, la fameuse infrastructure dont vous venez de parler, pour en abuser et pour empêcher les autres de pouvoir profiter de cette infrastructure, quitte à payer, bien entendu, une redevance pour se développer. Et donc on en arrive à ce que les États soient à nouveau obligés d'intervenir pour réguler le marché, qui n'y arrive plus tout seul. Effectivement, nous sommes aperçus, mais ça même les libéraux les plus, je dirais, les plus engagés dans la volonté d'avoir une société avec une concurrence libre et non faussée, ont toujours estimé que l'État devait à un moment ou à un autre pouvoir intervenir pour réguler, pour organiser celles et ceux qui avaient des comportements qui romperaient avec le principe de l'égalité. Et chacun, d'une certaine manière, doit être à la hauteur de son rang. Les GAFAM, ce sont des entreprises. Elles ont des intérêts privés à protéger et à défendre. Mais les États sont là pour défendre l'intérêt général et le bon fonctionnement de notre économie de marché. Il est tout à fait légitime et normal qu'elles interviennent pour réguler cet ordre qui dévie. Alors, c'est exact, on parle d'une procédure antitrust contre Google, mais la vraie question, c'est est-ce que ça ne pourrait pas s'adresser à l'ensemble des GAFAM qui sont aujourd'hui dans une position ultra dominante sur le numérique? Pour autant, le démantèlement, est-ce la solution selon vous? Je dirais que le terme de démantèlement est peut-être un peu excessif pour le moment. Disons qu'en tout cas, sur le territoire de l'Union européenne,
on parle plutôt de réforme du droit de la concurrence pour un droit qui soit proprement adapté aux plateformes numériques internationales. Ce sont des concepts économiques dont on a eu du mal à appréhender précisément le fonctionnement parce qu'elles ne fonctionnaient pas comme les entreprises traditionnelles et notre droit de la concurrence n'était pas véritablement adapté à ce mode de développement qui, je dirais, repose en principe sur la gratuité, sur une connaissance extrême du client, sur la maîtrise parfaite des données personnelles, sur la prédation de concurrents à des seuils en deçà de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous me suivez, mais disons que avant de parler du démantèlement, on peut parler d'une réforme profonde du droit de la concurrence qui serait adaptée dans ces critères de recensement des systèmes de pour concentration. Arriver davantage en amont et ne pas attendre que ces situations se reproduisent. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les critères, les faisceaux d'indices dont nous disposons pour repérer des situations de position dominante, de concentration, ne sont pas adaptés. Ce ne sont plus les mêmes, en tout cas, qu'à une époque plus industrielle. On a en mémoire, en tout cas moi j'ai en mémoire, une procédure qui avait été lancée contre Microsoft pour un démantèlement aussi. C'était en 1998. À l'époque, Microsoft était accusé de mettre trop en avant son Internet Explorer, son propre navigateur sur les ordinateurs personnels. Quand la décision est arrivée, enfin, il y a eu un accord à l'amiable qui a permis de réguler la situation, mais finalement, on a abouti à quoi sur le marché des navigateurs? On a abouti à ce que d'autres prennent les parts de marché et que d'autres arrivent à dominer le marché. C'est pour ça que je pose la question de la pertinence de ce démantèlement. Le démantèlement, ça serait la solution la plus extrême, mais c'est quelque chose de possible, c'est déjà quelque chose qui a déjà eu lieu. Et qui ne règle pas forcément le problème, on l'a vu par le passé. Si vous voulez, on n'a jamais vu aujourd'hui des entreprises qui prennent autant d'importance sur un marché qui domine de manière aussi oligarchique et de manière aussi fermée un marché au point aujourd'hui d'étouffer totalement l'innovation. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Si les États décident de reprendre leurs droits, eh bien... Est-ce qu'il y aurait d'autres options que le démantèlement? Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire revoir les seuils qui justifient une concentration pour sanctionner. Mais il faut bien comprendre qu'il y a eu un certain nombre de sanctions, vous l'avez dit, de ces GAFAM au nom du droit de la concurrence. Mais la question du portefeuille, en tout cas les peines qui ont été proposées, ne sont pas suffisantes au regard du chiffre d'affaires de ces GAFAM qui sont beaucoup trop importantes. Donc là, au stade où on en est, vous pensez que la seule solution serait le démantèlement? Disons qu'on peut continuer à imposer un certain nombre de choses plutôt que de parler que du portefeuille, qui ne sera pas suffisant compte tenu du chiffre d'affaires et du démantèlement, qui est une solution trop extrême. Il y a aussi la possibilité de leur imposer, par exemple, la transparence de leur algorithme. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important puisque c'est au cœur de la situation. Cette absence de transparence, cette absence de loyauté dans les outils qu'ils utilisent, c'est ça qui crée un déséquilibre significatif entre les entreprises qui les utilisent et ces GAFAM. Combien de temps, très vite, pourrait durer cette procédure? Ça, c'est une des clés du problème. Le droit de la concurrence et les procédures, les investigations qui sont menées sont très longues. Il y a eu déjà un certain nombre de condamnations pour des outils 7 ans après que les outils dénoncés ont été identifiés. Donc là, on peut rentrer dans une procédure qui pourrait être 5, 6 ans, 7 ans. Et là aussi, ça fait partie des réformes. La plateforme numérique internationale avance très vite. Le droit de la concurrence avance adapté aussi vite. Merci beaucoup, Maître Alexandre de Lazarègue, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit numérique. C'est l'heure de notre débat sur le cloud et ce qui se prépare pour 2021. Le cloud a pris une place considérable dans l'organisation du monde numérique. Il est au centre de toutes les attentions, qu'elles soient technologiques, économiques ou politiques. Les intérêts qui gravitent autour du cloud computing deviennent si importants que l'année à venir ne devrait pas ressembler à la précédente. On en parle tout de suite avec Clément David, cofondateur de Paddock, entreprise française qui accompagne les sociétés dans la construction et l'optimisation de leurs infrastructures cloud. Alors Paddock travaille du coup avec les plus grands fournisseurs de cloud. On a également autour de la table 2 solutions cloud. Guillaume Lanchir, directeur général de NetApp France, et Patrick Waché, directeur grand compte chez Oracle France. Alors Clément David, quand on parle de solutions cloud, puisque vous travaillez avec pas mal d'entre elles, il faut entendre le pluriel quand on dit solutions cloud. Quelles sont les technologies aujourd'hui qui connaissent le plus de succès ? Aujourd'hui, dans le monde du cloud, on a 3 très gros acteurs qui sont tous américains, qui sont Google avec GCP, Amazon avec AWS et Microsoft avec Microsoft Azure.
Et ça, c'est les plus grandes solutions du monde, c'est 60 ou 70% du marché mondial. Elles proposent toutes les trois exactement la même chose. Elles ne proposent pas exactement la même chose, mais elles répondent à la même question qui est comment est-ce que je peux utiliser le cloud pour stocker mes données et comment est-ce qu'on me fournit des services informatiques par-dessus pour faire développer mes développeurs plus vite et pour répondre, moi, avec mes outils numériques, aux demandes des utilisateurs. Donc elles répondent à la même promesse avec des outils qui se ressemblent. Guillaume Delanchir, le cloud aujourd'hui, c'est plus du tout une option. Hein, je disais, ça s'est imposé dans tous les domaines et à tous les niveaux, même les particuliers qui se disent non, moi je n'utilise pas le cloud. Si, véritablement, en général, leurs emails sont hébergés sur des data centers qui sont gérés par certains de vos concurrents ou même vous-même. C'est un impératif qu'on a d'autant plus vu comme incontournable depuis la crise Covid-19. Oui, alors après, on parlait d'usage il y a quelques secondes. Les usages font que la demande du cloud est importante. En fait, le cloud, ça n'est rien d'autre que de la fourniture de services informatiques au travers d'infrastructures qui sont des infrastructures packagées. Donc effectivement, et quand on parle de travail en remote, on a beaucoup parlé de télétravail. À distance, ouais. Finalement, ça revient à être dans un lieu géographique et à puiser de la puissance informatique ou de la ressource informatique ailleurs que le lieu dans lequel on se trouve. Et c'est Le devenu cloud d'autant plus essentiel quand on s'est retrouvé à devoir tous télétravailler. Absolument. Juste un chiffre important, vous savez, le marché de l'informatique dans le monde, c'est 1300 milliards de dollars par an. Le cloud aujourd'hui représente 300 milliards de dollars. Voilà, donc on était en 2019 à 267 milliards de dollars. Il y a eu 25% de croissance. Patrick Ouaché, il y a différentes options dans le cloud. On a du cloud privé, du cloud public, du cloud hybride, des data centers qui sont chez les clients. Vous nous rappelez un petit peu les différences entre ces différentes options ? Alors, entre ces différentes options, le sujet principal, c'est la donnée et la souveraineté de la donnée. En fonction de la nature de la donnée que je veux stocker, je peux avoir différentes problématiques et pouvoir les mettre dans un public cloud que je partagerai dans un Alors quand on dit data cloud center. public, il faut préciser ce que c'est, hein, parce qu'en Oui. France, ça a une résonance un peu particulière, le mot public. Alors, cloud public, c'est des données qui sont hébergées dans des data centers qui sont partagées par plusieurs clients et qui peuvent être dans des régions géographiques différentes, qui peuvent être en Europe, en France ou autre, mais partagées par plusieurs clients. Cloud privé, c'est généralement un cloud qui est dans un data center, une partie qui m'est dédiée, dans laquelle il y aura mes données. Pour ce qui est d'Oracle, nous avons été même plus loin, puisqu'on a été jusqu'à un cloud privé dans le data center de nos clients, pour des raisons de réglementation parfois, qui fait que quand on est extrêmement réglementé, comme la banque, l'armement, on veut avoir vraiment ces données dans son data center, tout en bénéficiant des capacités du cloud. Donc, on a pu décliner de cloud public à cloud dédié dans le data center plusieurs modes de déploiement. Et 2021, est-ce qu'on assistera à une option qui va l'emporter sur une autre, ou au contraire à des déploiements de toutes ces options, ou même à de nouvelles peut-être à des déploiements. Il n'y aura pas une option, qui s'imposera. D'abord parce que les réglementations dans les différents pays ne sont pas les mêmes, parce que les réglementations en fonction des industries ne sont pas les mêmes, donc les problématiques des clients ne sont pas les mêmes. Donc on ira de toute façon vers un multi-cloud hybride, et parfois au sein du même client. Qu'est-ce que c'est un multi-cloud ? C'est un cloud hybride, donc il est moitié privé, moitié public. C'est le fait, pour un même client, de pouvoir, en fonction de la nature de la donnée qu'il veut stocker, de faire appel à des services de cloud public, de cloud privé, de cloud dédié. Parce que vraiment l'élément essentiel, c'est la donnée. C'est l'importance, la souveraineté de ma donnée. Avec différents fournisseurs de cloud. Avec différents fournisseurs de cloud. Clément David. Comme le disait Clément. Ouais. En fait, c'est les trois gros Américains, c'est du cloud public. Et en fait, la prochaine grosse guerre, eux, ils ont attaqué toutes les entreprises qui vont facilement dans le cloud. Parce que pas de problème de sécurité, pas de problème de données. La prochaine grosse guerre pour eux, il faut savoir que c'est des milliards qui sont investis tous les ans en rachat d'entreprises, etc. C'est justement comment est-ce que je vais chercher les entreprises qui font du multi-cloud, qui font du cloud hybride, et leur dire, OK, mais avec un produit Google, on va vous offrir une nouvelle surcouche technologique, ou Google, par exemple, c'est Anthos, qui sont en train de développer.
on va offrir une nouvelle surcouche technologique qui fait que vous aussi, vous serez sécurisé. Vous pourrez continuer avec vos serveurs privés et avec nous, notre cloud Google, ou même n'importe quel cloud AWS si vous voulez. Et en fait, les trois gros sont en train de sortir des solutions qui permettent de rassurer cette partie du marché qui ne se sent pas d'aller dans un cloud public en plus américain comme ça tout de suite. Et donc 2021, il y a plein d'autres enjeux sur le développement du cloud, mais la prochaine grosse guerre, c'est comment est-ce que l'hybride ou le multi-cloud, c'est quand même adressé par une surcouche, soit Google, soit Amazon, etc. etc. Ça veut dire que alors là, c'est très inquiétant ce que vous dites. C'est finalement, quand bien même on essaierait de se diversifier, tout sera chapeauté par les trois grands mastodontes qui gèrent ce marché du cloud. Oui, alors moi j'ai un prisme un peu différent. Guillaume C'est-à-dire que Delantier. nous, nos clients, généralement, ont une histoire, et on parle souvent de dette informatique pour les entreprises. Elles ont acquis des infrastructures au fil du temps. L'informatique évolue énormément. Des entreprises ont racheté d'autres entreprises, et finalement, vous avez un patchwork à la fois d'infrastructures et un patchwork applicatif. Donc la grande problématique qu'ont toutes les entreprises aujourd'hui, c'est d'arriver à opérer leur business traditionnel, enfin leur business de base, et à faire évoluer leurs infrastructures informatiques. Et quand on parle de cloud hybride, justement, c'est le fait de se dire, j'ai peut-être acheté une société qui avait son propre data center, et puis j'ai acheté une autre société qui travaillait avec Microsoft pour une partie de son informatique, et puis une autre société qui travaillait avec Google pour une autre partie de son informatique. Donc finalement, Alors comment on fait? On il faut rapatrie gérer. tout ça au Alors même justement, endroit? voilà. Alors nous, NetApp, notre métier, c'est de stocker la donnée. Et qui dit stocker la donnée dit la stocker physiquement, mais également être capable de la rendre accessible par n'importe quel logiciel. Et ce qu'on a fait à partir de 2015, c'était justement d'aller discuter avec Microsoft, Amazon, Google. On le fait avec 3DS Outscale, avec OVH en France également, pour leur dire, on est les spécialistes, nous, du stockage dans le cloud. Donc finalement, plutôt que de développer vos propres solutions, travaillez avec nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer l'interopérabilité justement de tous ces environnements différents. Donc finalement, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que plus de 80% des entreprises sont dans des environnements qu'on appelle hybrides. Donc. Patrick Ouachet, comme enjeu du cloud pour 2021, qu'est-ce que vous voyez d'autre arriver? C'est la principale problématique, c'est quoi? C'est d'être capable de gérer toujours plus de données, toujours plus rapidement, et aussi Alors, des traitements de calcul qui deviennent plus complexes je avec vois- l'arrivée de l'intelligence artificielle? je vois plusieurs enjeux. Le premier, on a commencé à l'aborder, c'est la confiance. Et c'est le cloud de confiance. C'est d'être capable d'assurer à nos clients que leurs données, ils garderont la souveraineté de leurs données. Donc le premier sujet, ce sera vraiment la confiance. La deuxième, Alors la confiance, on peut l'entendre de différentes façons. On peut c'est la l'entendre transparence. comme j'ai confiance parce que c'est un acteur important qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain, ou parce que je veux une solution souveraine pour laquelle aujourd'hui on n'a pas encore trouvé vraiment la solution. Parce que je suis maître de ma donnée, et ça j'en suis sûr. Parce qu'à aucun moment, mon fournisseur n'aura accès à cette donnée où ma donnée sera utilisée sans que j'en sois conscient, ou en tout cas, ne sera pas utilisée. Donc ça, la confiance sera fondamentale, elle passera par la transparence et par des solutions technologiques qui rassurent. Et des nouveaux accords juridiques. On a eu un autre débat sur ce sujet. Et je rejoins ce point, la législation, et tout le monde évoluera dans ce domaine. Il y a un autre en termes enjeu, technologiques, parce que là, c'est vraiment ce sujet-là qu'on adresse aujourd'hui. Le deuxième enjeu, ce sera l'empreinte carbone et le green cloud. Ça va être c'est un sujet fondamental. C'est vraiment un sujet extrêmement important. On ne peut plus faire de la technologie à tout prix. Si demain un avion type Concorde faisait Paris-New York en 2 heures, mais dégageait 10 fois plus de CO2 qu'un avion classique, il n'aurait pas le droit de voler. Parce que personne ne voudrait monter dedans et le législateur ne l'autoriserait pas. Le cloud, c'est pareil. Alors, quelles mesures peuvent prendre les opérateurs de cloud pour davantage de sobriété? Alors, oui, allez-y. Il y a un premier élément qui est fondamental, c'est d'abord des data centers qui soient équipés, qui soient alimentés par l'énergie renouvelable, 100% renouvelable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de travailler sur l'efficacité énergétique de l'ensemble des solutions et de l'ensemble des composants qui sont utilisés. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous investissons énormément. Et c'est possible de réduire sa consommation alors même qu'on produit davantage de traitements de calcul? Bien sûr, et c'est l'enjeu. Clément David, votre réaction par rapport à ça? Je pense qu'il faut rappeler que le cloud, par nature, c'est déjà un outil qui permet de maîtriser sa consommation. On parlait tout à l'heure d'avoir plusieurs data centers éclatés, ou au contraire, le cloud, c'est quand même la mutualisation des ressources. Donc c'est déjà de dire, OK,
l'alternative, c'est quand même que chacun ait son gros data center. On va avoir des data centers en commun. Ça permet de réduire quand même le nombre de data centers et l'énergie qui est consommée. Il y a un deuxième élément qui est le cloud, ça permet de s'adapter aux pics de trafic. Donc, on paye et on consomme ce qu'on utilise. On n'allume pas des serveurs pour rien qui, en fait, sont utilisés par personne. En revanche, il y a un élément qui est important, c'est de dire, c'est aussi c'est pas uniquement les fournisseurs, mais aussi les utilisateurs de cloud qui, en fait, ont une responsabilité. Moi, par exemple, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Equator, qui est un fournisseur d'énergie verte. Quand on a travaillé pour eux, ils nous ont dit, OK, le soir, quand on part, faites en sorte qu'on puisse éteindre tous les serveurs de test et de pré-production et qu'on puisse les rallumer le matin. Et ça, c'est une petite chose, mais ils économisent quelque chose comme 200 jours de ressources par an en termes de serveurs, uniquement en faisant ça. Et en fait, faire le ménage aussi sur les données qu'on garde en stockage. Exactement. Est-ce qu'on fait des tests de montée en charge pour être sûr de ne pas être surdimensionné? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les acteurs de cloud. AWS a promis qu'en 2025, tous les data centers seraient alimentés via des énergies renouvelables. J'espère qu'ils tiendront cette promesse. Mais c'est aussi les personnes qui consomment du cloud aujourd'hui, les entreprises, qui doivent être capables d'avoir des démarches qui sont écologiquement responsables. À tous les niveaux. Je me posais la question, Guillaume Delanchir, sur... on a commencé à parler ensemble de la crise Covid-19, la période du confinement, avec l'augmentation des usages, le cloud qui est devenu incontournable. Pour autant, ça l'est toujours, une grosse crise économique aussi, hein, cette crise sanitaire. Comment ça se passe du côté des fournisseurs de cloud ? Est-ce que vous en sortez mieux que les autres, du coup ? Alors, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans un environnement informatique. Et l'informatique, justement, est au service un petit peu de cette crise, finalement, parce qu'on arrive on permet à nos clients, aux entreprises, de maintenir leurs activités en grande partie grâce à l'informatique. Il n'y a pas que ça, mais en grande partie. Ça a dû être compliqué, quand même, d'assurer cette mission pendant le pic de la crise sanitaire. Alors, en interne, NetApp, comme Oracle ou beaucoup de sociétés informatiques, on est déjà habitué à travailler en remote, en télétravail. On a tous un ordinateur portable, on est tous capables de travailler depuis une gare, depuis la maison, etc. Donc on n'a pas vraiment eu de problématique opérationnelle à gérer ça, c'est plus une problématique humaine derrière. Problématique de montée en charge ? Non, alors nous en interne, on n'a pas eu ces problématiques-là. Mais nos clients, eux, ont eu ces problématiques-là parce que certains de nos clients, j'ai des exemples dans le bâtiment, par exemple, dans la construction, où ils n'étaient pas du tout équipés. Ils avaient des opérations où ils avaient toute l'administration qui était centrale. Quand les gens se sont retrouvés en télétravail, ils ont eu des problématiques justement de déporter les environnements de travail à distance, de mettre à disposition des applications à distance, etc. Donc nous, en étape, en tout cas, on a eu cette chance de pouvoir les accompagner à mettre en place ces nouvelles infrastructures. Si je vous pose cette question, c'est aussi pour savoir, est-ce que ça a pu impacter la recherche et développement et l'innovation qui va arriver en 2021 ? Alors, oui, non, évidemment. L'innovation est de toute façon tirée par les usages. Et comme Patrick le soulignait tout à l'heure, c'est quelque part un nouvel usage que d'avoir non plus 20% de la population avec des habitudes de télétravail, mais 80%. Oui. Donc oui, ça a terriblement obligé les entreprises à revoir leur modèle informatique, à revoir la façon dont les directions informatiques servaient leurs collaborateurs. Et vous avez le souffle nécessaire pour investir dans l'innovation ? Oui, voilà, on est une société... Je ne parle pas de vous, je parle de l'ensemble du secteur aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est une tendance sur laquelle on était. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous parlez des conséquences de la crise de la Covid-19. Il faut quand même se rendre compte que Emmanuel Macron, le 16 mars, a donné 16 heures aux entreprises pour passer en télétravail. 16 heures. Si on leur avait demandé combien de temps il faut pour qu'ils soient prêts, ils auraient dit entre 12 et 18 mois. Il y a des entreprises qui, du jour au lendemain, ont mis 100 000 collaborateurs en télétravail sans que personne s'en rende compte. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés à acheter des PC, à libérer de la bande passante sur le réseau, à essayer de faire évoluer les applications, à aller acheter des solutions de sécuriser VPN pour pouvoir donner les accès et autres. Et en fait, cet écart entre ces deux types de sociétés est en grande partie lié au niveau de maturité de la transformation digitale. Et un des grands enseignements pour ceux qui ont eu autant de mal à passer au télétravail en 16 heures, c'est se dire on doit accélérer. On doit accélérer notre digitalisation. Le cloud est un moyen de le faire, est un moyen d'accélérer. Nous, ça fait des années, en tant qu'acteur de cloud, qu'on investit en R&D pour emmener nos clients vers cette agilité. Et la crise de la Covid-19 a été un exemple criant du besoin d'agilité à un contexte que personne n'avait anticipé. Nous, on a mis 100 000 personnes au télétravail du jour au lendemain. On était prêts alors qu'on n'attendait pas la pandémie.
Clément Paddock, vous êtes le petit français autour de la table, hein. Les technologies sur lesquelles vous misez pour 2021, est-ce qu'elles sont forcément propriétaires? Est-ce que ce sont des technologies qui sont utilisées uniquement par les géants américains? Qu'est-ce qui peut se passer sur ce marché l'année prochaine? Déjà, pour continuer la discussion qu'on avait, ce marché va très bien. C'est-à-dire qu'en termes de souffle d'investissement, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, tous les acteurs du cloud aujourd'hui, l'impact du Covid, c'est que ça accélère. Ça accélère un marché qui allait déjà très très vite. Il faut savoir que Google, il rachète Amazon à coût de milliards de dollars tous les ans des entreprises d'analyse de données, etc. Ça va faire qu'accélérer. On parlera peut-être de SpaceX qui a annoncé un partenariat avec Microsoft. Les investissements ne vont pas ralentir, très loin de là. Après, Mais est-ce que ça laisse la place pour des petits acteurs comme Paddock, par exemple? La place. Alors, nous, Paddock, on est un acteur, on utilise les technologies de nos partenaires qui peuvent être OVH, Google, etc. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises pour aller dans le cloud, en termes humains, en termes technologiques, de faire ces migrations avec eux. Et vous créez Donc, des briques technologiques on utilise, ça nous, on a des briques technologiques maison, mais qui viennent en fait surtout compléter les technologies existantes du marché. C'est le principe de l'open source, c'est qu'en fait, on va utiliser des technologies développées par les grands cloud providers. La question que vous posiez sur l'Europe, c'est hyper intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Comment l'Europe peut tirer son épingle du jeu dans un marché où, en fait, en termes de capacité d'investissement, on ne suivra jamais Alibaba en Chine ou les 3 gros Américains. C'est pas possible. L'État, en 2011, quand la France dit on va lancer un cloud français, ils mettent, je crois que c'était 2011, ils mettent 150 millions sur la table. 150 millions, voilà, ça vous fait sourire. 150 millions, c'est une goutte d'eau, c'est rien. Je veux dire, En même temps, il ne s'est rien passé. Et en plus, c'était Numergy et CloudWatt, bon, ils sont morts tous les deux. Donc en fait, les Européens, ça va passer par la confiance dont on parlait, la transparence. Le projet Gaia X, dont on a parlé il y a quelques mois, Mais à quel niveau on peut se positionner? C'est pour ça que je vous pose la question. C'est des technologies, vous, sur lesquelles vous misez. Où est-ce qu'on a une place possible aujourd'hui dans le cloud? La souveraineté et la transparence. Si on parle des technologies européennes. Quelle techno? Alors, il y a des fournisseurs. Avec de l'open source? Les fournisseurs de cloud et les gros acteurs américains que vous citez, en fait, mettent à disposition de l'ensemble de l'économie, finalement, des moyens technologiques pour créer des choses derrière. Il faut voir une chose, c'est que Alibaba, Microsoft, Google, Amazon, Oracle, mettent en place des infrastructures, mettent en place des services, ont certains logiciels. Mais après, l'innovation, vous l'avez également par les usages. On parle aussi d'objets connectés, on parle de véhicules autonomes, on parle énormément de nouveaux sujets qui eux-mêmes vont générer des nouveaux usages, qui vont générer de la donnée, qui vont s'appuyer sur les ressources informatiques. Et effectivement, ces ressources viendront peut-être des gros. Et c'est là où il y a de la place pour de l'invention, bien sûr, l'innovation, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau technique, évidemment, pour ses fournisseurs, dont je fais partie, mais elle est également pour le commun des mortels, qui finalement va utiliser ces sujets. Je vous donne un exemple tout simple. J'ai un robot tondeuse à la campagne qui m'envoie les données sur mon téléphone en me disant « je suis coincé sur une branche ». Voilà. Et ça, c'est typiquement un nouvel usage. Je suis un particulier dans ce contexte-là et je bénéficie d'une innovation. Mais ça, qui l'a fourni, cette innovation? Je vais donner juste un exemple rapidement. Oui. On va prendre une techno qui est très très sexy en ce moment sur le marché de l'infrastructure, qui est Kubernetes. Nous, on est spécialisé dans cette technologie-là. Vous avez dit quoi? Kubernetes. Oui, non, vous avez dit très très sexy sur le marché. C'est un mot qu'on utilise. En fait, il y a une vraie question. En fait, ce qu'on essaie de séduire, c'est les développeurs. La ressource rare aujourd'hui, c'est les experts techniques. Et on parle vraiment de technologie sexy ou pas sexy. Moi, on me pose la question d'entretien. Alors, qu'est-ce qu'elle a de sexy, cette technologie? C'est une technologie qui permet d'absorber les pics de trafic de manière plus fluide. C'est une technologie qui permet d'avoir des environnements, bon, ça va être un peu technique, mais identiques sur tout le parcours de développement. Ça facilite la vie des développeurs. Cette technologie, en fait, c'est une technologie qui a été créée par Google. Ils l'ont développée en interne. Et puis ensuite, ils l'ont mise en open source, donc tout le monde peut l'utiliser, tout le monde y a accès. Et puis finalement, ils ont mis 50 millions sur la table. Ils ont dit on crée une fondation indépendante qui s'appelle le CNCF. Et maintenant, tout le monde peut l'utiliser. Cette fondation indépendamment de Google va gérer l'avenir de cette technologie. Donc quand on parle, pour répondre à la question, qu'est-ce que l'innovation aujourd'hui? Le modèle américain, et qu'on essaye de suivre nous en Europe d'autres manières, c'est ce type d'innovation-là. Intéressant. Patrick Waché, vous avez abordé le thème de la sécurité. Quand on parle d'environnement très hétérogène, vous avez parlé de cloud hybride, de multi-cloud, comment est-ce qu'on résout le problème de la sécurité? À qui on confie cette cybersécurité? C'est une très bonne question. Ce qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui, c'est que plus de 70% des entreprises expliquent qu'elles ont plus de 50 solutions pour gérer la sécurité chez eux. 50. Ça devient ingérable. La façon dont
nous, on a décidé de l'aborder, c'est de concevoir nos solutions, notre cloud, ce qu'on appelle security by design. La façon dont on l'a créé, ingénieré, intègre dès le début à tous les étages de la sécurité. Ça commence par des notions basiques. La première, c'est l'encryption de la donnée avec la mise à la disposition du client final de la clé permettant de décoder sa donnée et de faire en sorte qu'à aucun moment, en tant que fournisseur de cloud, je n'ai accès à cette clé. Seul mon client aura accès à cette clé. Donc c'est vraiment pour nous de fournir des solutions par nature sécurisées dont on remet à notre client final la clé qui va permettre d'y accéder. Une réaction sur la cybersécurité ? C'est clé, enfin, c'est le sujet de base de tous les acteurs informatiques, de Guillaume toutes les Delantier. entreprises. Hein. Patrick l'a bien souligné. Nous, de la même façon, on est très attentifs. Toutes les solutions qu'on produit sont avec une logique de sécurité ultime. Après, quand on voit un petit peu si on prend un usage, moi j'aime bien les usages, Oui. vous prenez votre téléphone mobile, vous accédez à vos comptes bancaires à travers votre téléphone mobile. Tout est sécurisé, ça reste sécurisé. Aujourd'hui, vous pouvez effectuer les virements, etc. Il y a des protocoles de sécurité qui sont à la fois techniques, mais qui sont également logiques. C'est-à-dire qu'on va être aussi capable de demander des authentifications via d'autres sujets, via des SMS, via du téléphone, etc. Donc la sécurité, oui, est fondamentale. Est-ce que tout est bien cloisonné ? Parce que, une des inquiétudes qu'on peut avoir, c'est de se dire finalement, je mets mes données comme ça dans le cloud, c'est un gros ensemble, tout est mélangé, il n'y a pas de paroi, il n'y a pas de protection. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients Clément qui David. viennent nous voir en disant « Ok, on est un retailer. Et je ne vais pas citer de marque, mais on est un retailer. On ne peut pas mettre nos données chez AWS parce que, en fait, c'est leur métier aussi. À l'origine, c'est une marketplace. Et en fait, le discours, même si c'est un discours rationnel de dire on peut crypter et chiffrer ces données, on peut s'assurer que ce soit dans tel data center, on peut, etc. Il y a après une question simplement de confiance. Et donc, même si c'est cloisonné, ça ne répond pas forcément aux inquiétudes des entreprises, premièrement. Et deuxièmement, il y a la logique officielle de voilà, qu'est-ce qui est promis par l'entreprise. Et puis après, il y a des entreprises qui sont plus susceptibles d'avoir des inquiétudes sur le domaine de l'intelligence économique, ce genre de choses, où après tout, le risque est là. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas garantir qu'un data center de n'importe quel fournisseur cloud soit pas hacké, ou il n'y ait pas des demandes externes plus ou moins officielles pour avoir accès à certaines données. Donc, il y a il y a le discours qu'on peut tenir sur ce qui officiellement va se passer. Après, c'est la vraie vie. Juste très très rapidement, une réaction effectivement sur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Clément David, l'accord entre Microsoft et SpaceX pour un Azure Space, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, ça va être un système très sophistiqué qui va faire appel aux satellites pour gérer, là encore, des masses de données phénoménales. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle tendance du cloud satellitaire, on va dire ? Alors, moi, je pense qu'on parlait d'innovation, on est dans une logique d'innovation, on en est aux prémices. Conceptuellement, je trouve ça très bien d'exploiter des nouvelles sources de gestion de données. Après, techniquement, je ne suis pas compétent pour répondre à ça. Peut-être que pour l'instant, visiblement, c'est encore assez limité. Clément David. C'est assez limité. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est la démarche, si on compare les démarches AWS et Microsoft. AWS, ils ont une logique un peu cannibale, qui sont sur tous les marchés. On va lancer nous-mêmes nos propres satellites. On va concurrencer les acteurs, des satellites basse altitude, c'est important. On va concurrencer les acteurs existants. Microsoft, c'est de dire, OK, il y a des acteurs. En plus, on parlait d'être un peu sexy tout à l'heure. SpaceX, c'est Elon Musk. Hyper sexy. Microsoft, ils sont ravis, ils ont une image un peu bon père de famille, ils sont ravis d'être associés à SpaceX. Et donc de dire... Et l'intérêt principal, c'est quoi ? C'est de trouver des réseaux qui ont des nouvelles capacités. En fait, c'est la même chose pour le edge computing, pour là, les satellites à basse altitude, c'est de dire, on va avoir une consommation de données exponentielle, et en fait, il faut réduire la latence. Donc il faut trouver un moyen... Mieux que la 5G non, la 5G est une partie de la réponse. Mais c'est vrai qu'avoir des satellites très basse altitude, normalement, c'est 30 km. Là, c'est des satellites qui vont voler à 9-12 km. On rapproche, il en faut beaucoup plus pour couvrir la planète, mais on rapproche le satellite de la Terre. Les échanges vont être plus rapides. Il faut qu'on trouve
avec la consommation de données qu'on va avoir dans le monde entier qui explose en France, mais imaginez tous les pays qui n'ont pas encore notre niveau de développement, il faut trouver des moyens que la donnée soit accessible rapidement. Alors, on est à la fin de ce débat. On a fait un petit tour d'horizon de tout ce qui nous attendait en 2021. Quand même, le mot-clé, c'est technologie, innovation, confiance. Et on reparlera des satellites sans doute peut-être plus tard que 2021. Merci beaucoup, Guillaume Delanchir, DG de NetApp France, Patrick Waché d'Oracle et Clément David de Paddock. Juste après la pause, on va justement parler de la 5G. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous avec l'actualité de la 5G. Bonjour Stéphane Panetra. Bonjour Delphine. Vous êtes cofondateur et président du directoire d'Artfile, le leader français de la mesure des ondes électromagnétiques qui sont émises par les smartphones et puis tous les appareils connectés. Alors vos interlocuteurs business, ce sont des opérateurs mobiles, ce sont des fabricants de téléphones, les régulateurs, des organisations de santé. Et votre sujet, votre dada, votre sujet vraiment au quotidien, eh bien évidemment, c'est la 5G en ce moment. Alors la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, c'était pour nous parler du lancement, de l'ouverture des enchères pour l'attribution des fréquences aux opérateurs. Comment s'est déroulé ce processus ? Eh bien, ce processus s'est déroulé, en résumé, en 2 temps. L'ARCEP, le régulateur français, a organisé les choses pour que les 4 opérateurs puissent accéder chacun à leur autoroute de données pour maintenir une certaine concurrence. Chaque opérateur français a fait l'acquisition pour 350 millions d'euros chacun d'un bloc de fréquences, d'un bloc d'autoroute de données. Et ensuite, la deuxième phase consiste à les avoir mis en concurrence pour leur permettre d'acquérir des autoroutes de données complémentaires. Et dans ce contexte-là, c'est Orange qui a récupéré C'est le grand gagnant ? Oui. Ou qui a dépensé le plus ? C'est lui qui a dépensé le plus. En gros, au total, ça rapporte à l'État à peu près presque 3 milliards d'euros, ces enchères. C'est Orange qui a dépensé le plus pour récupérer le plus. Et on rentre maintenant un petit peu dans une nouvelle phase où, typiquement, Orange et Free commencent à envisager des accords pour mutualiser leurs investissements. Le but est finalement d'accélérer le déploiement et peut-être d'offrir... Ça veut dire que là, on est dans la phase de négociation entre les opérateurs pour s'arranger pour un déploiement plus rapide, finalement. C'est-à-dire quand il y en a un qui peut commencer un déploiement dans une région, il va proposer aux autres de venir s'y installer. Et voilà, ils ont la possibilité de mutualiser certains investissements pour faciliter ce déploiement et ça aura des conséquences sur la compétitivité des offres 5G probablement. Donc l'étape qui vient venir, du coup, juste derrière. Ça, c'est plutôt positif que les opérateurs travaillent ensemble. Je trouve, effectivement, c'est plutôt encourageant. Parce que ça devient compliqué de poser des antennes. Et donc, si on peut avoir recours à des antennes similaires pour pouvoir faciliter les choses, ça peut effectivement avoir des conséquences économiques. Donc l'étape qui va venir juste derrière, ça va être les forfaits 5G, et puis l'arrivée des premiers et nouveaux mobiles 5G. Et ça, alors, les premiers forfaits et l'arrivée des mobiles en France, vous le voyez, vous le situez à quoi ? Janvier, février ? C'est en ce moment déjà où on voit arriver des premiers mobiles. Moi, personnellement, j'en ai acheté un qui est compatible 5G. Donc, ça y est, ok, je vois très bien. Et est-ce que vous avez commencé à en recevoir, vous, pour les tester ? Ah oui, alors on passe au crible les téléphones mobiles de manière générale et maintenant les mobiles 5G en particulier, effectivement, ouais, tout à fait. Alors, je voulais aussi vous faire réagir sur une phrase de Xavier Niel qu'il a adressée dans une interview aux Échos, où il dit en fait, le problème, c'est pas la 5G, c'est le smartphone en termes de pollution. Alors là, il parle vraiment d'un point de vue environnemental. Ce qui pollue le plus, ce ne serait pas nos smartphones, mais nos usages sur le mobile et l'augmentation finalement du trafic. Est-ce que cet argument tient aussi d'un point de vue santé ? Alors, en fait, d'un point de vue santé, on parle d'une grandeur qui s'appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est finalement la grandeur qui mesure la quantité d'ondes absorbées dans les tissus humains. D'un point de vue santé, les mobiles 5G, en tout cas d'un point de vue comportement d'émission des ondes, ont des spécificités tout à fait importantes. Les mobiles 5G, en particulier, ont plusieurs antennes. Donc on les retrouve, en fait, il y en a 4 notamment en 5G. Ils ont la capacité d'émettre sur plusieurs fréquences à la fois. Ça, c'est une autre particularité spécifiquement de la 5G. Et une capacité à modifier leur niveau d'émission en fonction de capteurs et de logiciels embarqués. En plus de ça, ils ont des facteurs de forme assez complexes. On connaît les mobiles pliables. Et tout ça, ça multiplie par 20
le nombre de tests à effectuer en comparaison au passé, et la nature de ces tests est beaucoup plus sophistiquée qu'auparavant. J'en parlais d'ailleurs à Cédric O, ministre du Numérique, récemment, dans le cadre d'une visite et d'une démonstration au siège de l'Agence nationale des fréquences, où nous avons pu faire des démonstrations de mesures de DAS, mesures des ondes 5G, et de toutes ces caractéristiques très compliquées à mesurer. Les technologies évoluent fortement, la complexité de l'émission des ondes des téléphones mobiles évolue fortement, d'où la nécessité de faire évoluer les dispositifs de mesures qui accompagnent cette technologie et les normes qui supportent ceci. Xavier Niel, je crois Il y a eu une réaction de la part du ministre de l'économie, du secrétaire il a été d'État. très très intéressé. Il soutient d'ailleurs l'Agence nationale des fréquences pour renforcer son dispositif de contrôle des terminaux mobiles sur le marché avec justement des dispositifs comme ceux proposés par ArtFi, conformes à cette nouvelle normalisation. Et alors, je vous posais la question de est-ce que le problème, c'est le smartphone ou l'usage? Est-ce que l'augmentation des usages et du trafic sur les réseaux mobiles avec la 5G augmente aussi les émissions des ondes? Ou est-ce que ce sont deux choses qui restent décorrélées? Eh bien, en fait, un téléphone mobile, ce qui est très intéressant en 5G, c'est vrai aussi en 4G, mais c'est encore plus marqué en 5G, interagit avec le réseau. Donc, ce qu'on voit avec ces 4 antennes et toute cette complexité que je vous mentionnais, c'est qu'en fonction de la situation dans laquelle nous sommes, dans la rue, le téléphone va adapter son comportement. Donc, c'est difficile de répondre à cette question sans avoir mesuré et évalué précisément les choses. D'où l'intérêt que l'Agence nationale des fréquences en particulier et que les experts du secteur s'équipent d'outils très performants pour mesurer ces aspects-là. Et un des problèmes, c'est aussi que finalement, on mesure peut-être à un moment où c'est un smartphone neuf qui n'est pas encore sur le marché, pas encore en vente, on ne le mesure pas pendant son cycle de vie, pendant l'usage. Alors, c'est une innovation majeure que nous soutenons, la mesure à chaque phase du cycle de vie d'un smartphone, et y compris en phase de reconditionnement. Nous avons fait par exemple un partenariat avec Itensia, qui est un reconditionneur important sur ce marché-là et stratégique, qui s'intéresse vraiment fortement à mesurer, comprendre, améliorer et garantir les téléphones mobiles qu'il reconditionne. Et ça va être la même problématique pour les mobiles neufs d'ailleurs. Merci beaucoup Stéphane Panetra pour ces éclairages. J'espère que vous pourrez revenir ici avec des mesures sur les premiers smartphones 5G qui seront testés chez vous dans vos labos pour nous dire ce qu'il en est de ces émissions d'ondes électromagnétiques. Avec plaisir. Stéphane Panetra, cofondateur PDG d'ArtVibe, donc on va se revoir. Nous, avant de se quitter, on termine avec l'innovation du jour de Cécilia Sévry. À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation pour le vélo en ville. Oui, parce qu'aujourd'hui on parle d'écologie, car la ville de demain, vous le savez, sera certainement zéro carbone. Et la solution, ça pourrait bien être le vélo. Alors pour y arriver, une entreprise nantaise a créé un abri vélo sécurisé et multiservice. L'entreprise, c'est Nielsen Concept. Elle a reçu le prix de l'innovation urbaine Le Monde Cities en 2020. Tout commence en 2015 quand Jen Nielsen, danoise d'origine, arrive à Nantes. Cycliste depuis longtemps, elle se rend compte qu'ici le vélo, on n'est pas vraiment sollicité. Alors pour comprendre pourquoi, elle organise des tables rondes avec les citoyens. Et puis le premier résultat, c'est que leur plus grande crainte, ce n'est pas vraiment d'arriver suant au travail, ni d'affronter le mauvais temps. Le vrai frein à tout ça, c'est la peur du vol. La vraie question, c'est est-ce qu'on est où garer son vélo en milieu urbain, en fait, pour être sûr de le retrouver en sortant du travail. Alors, pour y répondre, Jen Nielsen décide de créer avec son conjoint Mobilipod. Mais je ne vous parle pas de Mobilipod parce que c'est un simple abri à vélo. Le projet a véritablement été pensé pour le monde de demain, avec l'objectif que l'abri lui-même génère la plus faible empreinte carbone possible. Pour ça, ils ont mis en place plusieurs choses. D'abord, le Mobilipod est construit grâce à de vieux conteneurs maritimes rachetés au port de Saint-Nazaire.
Ensuite, le projet s'inscrit dans un véritable modèle d'économie circulaire. Pour produire et installer ces abris, l'entreprise travaille avec des entreprises sociales et locales. À Nantes, c'est l'entreprise Atoa qui s'en charge. Mais ce n'est pas tout. Nielsen Concept a aussi intégré une technologie solaire que l'on retrouve juste devant cet abri à vélo. C'est le dispositif inventé par le groupe Colas qui fabrique des dalles photovoltaïques. On va y arriver. De quoi donc recharger les vélos électriques. Donc c'est toute la démarche qui est innovante. Est-ce que cette démarche va jusqu'à proposer aussi des vélos? Oui, Nielsen Concept a décidé aussi de créer des flottes de vélos. Et pour ça, il propose tout type de vélo, du vélo simple au cargo familial, au modèle adapté aux livraisons en centre-ville, aux versions transport adaptées pour le tourisme. Il y a même des modèles pensés pour transporter, Delphine, des personnes âgées. Et alors, comment a-t-elle fait pour réussir à faire que son concept devienne réalité? Alors, il faut savoir qu'à Nantes, la ville de Nantes a été élue en 2019 capitale européenne de l'innovation. Et elle a même un incubateur, le Nantes City Lab, qu'a rejoint donc Nielsen Concept. Et c'est grâce à ce lab que la société a pu, par exemple, s'associer à Colas pour créer ces panneaux photovoltaïques. Et donc cette innovation, on la trouve qu'à Nantes aujourd'hui? Oui, on la trouve qu'à Nantes aujourd'hui sur l'emplacement du marché de Trentmouf. Mais aussi, un autre projet est en préparation à Vannes, en Bretagne. Alors, dernière question, le vélo en lui-même, il est en progression en France? Oui, mais c'est quand même très timide, cette progression. Aujourd'hui, ça reste de l'ordre de 3% des déplacements sur la part globale des déplacements en France. Pour y remédier, le gouvernement a dévoilé en 2018, vous le savez, un plan vélo. Et parmi ces initiatives, on trouve un forfait mobile durable qui viendrait remplacer l'indemnité kilométrique pour ceux qui se rendent au travail à vélo. L'objectif du plan, c'est de repasser à 9%, contrairement à 3% aujourd'hui, d'ici 2024. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Je vous laisse changer de plateau pour nous présenter dans quelques instants le Lab Startup. Et oui, c'est presque la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles découvertes et discussions sur l'innovation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.